Tout d'abord, bonjour. Et bienvenue. Je suis Mathieu Novic. Et Agathe Martin, interne en médecine générale à Angers. Et à Poitiers. Je suis également webmaster de l'ISNAR-IMG. Et trésorière de l'association de moyens de l'ISNAR-IMG, autrement dit l'AMI. Et j'espère que vous êtes très heureux de faire cet atelier sur la communication. Pas tous en même temps. Je vous assure, vous n'allez pas le regretter. Donc vous avez donc choisi l'atelier sur la communication. Ah, la communication, Agathe, en effet, comme tu le dis. Et comment peut-on parler de la communication en seulement 90 minutes car oui, c'est très vaste la communication, de par le questionnement sur la profession d'autiste, si c'est une bonne ou une mauvaise situation, ça scribe, ou du coup de boule de Zinedine Zidane durant la Coupe du Monde de football, et sachez que ces deux individus communiquent. Certes de façon très différente et très variée, mais ils communiquent. Mais vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise communication. Dans le domaine de la santé, la communication y est prépondérante et se manifeste de différentes manières. Que ce soit la dame qui consulte pour la énième fausse couche, ou que ce soit le patient très énervé qui vient et revient pour son énième arrêt de travail injustifié. Bon, assez parlé Mathieu. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nous vous proposons tout d'abord de rester en plénière, comme ça, pour aborder le sujet de la métacommunication. Dis donc Mathieu, qu'est-ce que la métacommunication ? Ah Agathe, la métacommunication, c'est tout simplement l'art de communiquer sur la communication. Je m'explique. Là, actuellement, je gesticule, je parle, mon corps communique, je communique. Là, prenons un exemple concret. Regardons Agathe, il y a le pupitre, mais vous la voyez. Elle se tient debout, les bras croisés, elle se caresse le menton, je suis sûr qu'elle intellectualise mes propos. Tu m'as percé au grand jour, Mathieu. Je le savais. Mais nous ne sommes pas experts en la matière. Et c'est pour cela que nous avons la chance d'avoir le docteur Jean-Noël Bally, ici présent à ma droite, qui est médecin généraliste exerçant à Saint-Chamond et qui est aussi enseignant au DMG de Saint-Étienne. Il porte ainsi un très grand intérêt à la communication. Nous poursuivrons en scindant le groupe en deux. Il y a une majorité de gens ici, donc il faudra revenir quelques-uns par là. Pour réaliser des ateliers sur des thèmes différents. Le premier abordera l'annonce de mauvaises nouvelles. Effectivement, la majorité d'entre vous ont été ou seront confrontés à des situations plus ou moins délicates, et ce, durant toute notre carrière. Comme vous avez pu le constater, cela ne se passe pas toujours comme dans des séries télévisées type Dr House. C'est un lupus sans nul doute. Mais bref, revenons à nos propos. En effet, selon les recherches de Cécilia Laparedi, 85% des étudiants en médecine aimeraient en savoir un peu plus sur l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Et 88% aimeraient savoir comment gérer, ou tout du moins prendre en charge un patient violent ou agressif. Parce que c'est souvent dans ce genre de cas que ça nous pousse à faire des erreurs relationnelles. C'est pour cette raison qu'il faut continuer d'en parler. Le docteur Jean-Noël Bally interviendra de nouveau sur l'annonce d'une mauvaise nouvelle que nous pouvons retrouver au quotidien. Le second atelier portera sur la gestion d'un patient violent ou agressif. C'est une situation, donc, comme je vous l'ai dit, qu'on retrouve souvent aux urgences, en tout cas la majorité des cas, et vous savez, quand on est aux urgences, c'est différent, on est en équipe, il y a la sécurité, et on se dit toujours qu'on reste, et puis les autres y vont. Mais qu'en est-il lorsque l'on est seul au cabinet ? Pour cette intervention, nous accueillons David Cognier, interne en psychiatrie à Saint-Étienne, président de l'ASIPSI, Association stéphanoise des internes en psychiatrie, qui réalise sa thèse sur la simulation en santé chez les internes. Et monsieur Julien Charbonnier, infirmier en psychiatrie, anciennement aux urgences, est responsable de la formation des étudiants
dans la gestion des patients agressifs. Ne tardons plus. Jean-Noël Bally, je vous invite à venir vous installer. Bonjour. Je suis très touché d'être invité par votre association et ravi, mais vraiment ravi d'être là. Puisque moi, vous voyez, je suis un ancien, on va dire, qui vient un petit peu dans la fin de son parcours, fin de son parcours un petit peu, essayer de transmettre la foi qu'il a eue dans son métier, puisqu'il ne me reste plus que 2 ans d'exercice. Et vous redire la chance que vous avez eu de faire ce merveilleux métier qui est un médecine générale et qui en termes puisque moi je vais remplacer, on va basculer vite du mot communication au mot relation, qui vient vous expliquer combien ce métier m'a transformé toute ma vie, m'a fait bouger et qui a fait que je ne suis plus celui que j'étais quand j'avais votre âge, parce que j'étais imprégné de tout ce que j'ai rencontré, de toutes les situations que j'ai rencontrées, de tout ce qui m'a fait bouger dans ma tête et qui m'a enrichi. Donc j'ai juste envie de vous dire, redire que vous faites franchement, à mon avis, le plus beau métier du monde. Voilà, et alors je vais juste commencer quand même par un petit hommage à Claire Bretécher. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Claire Bretécher, c'était un petit peu le Cabu, le regretté Cabu, en féminin, qui est morte la semaine dernière. Et quand elle est morte, sur France Culture, j'entends Claire Bretécher est morte. Je me suis rué sur ma bibliothèque de BD. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris en photo sans savoir que j'allais intervenir, parce que j'étais prévenu très tard, et sans savoir que j'allais intervenir sur ce sujet-là aujourd'hui. Et est-ce que vous arrivez bien à lire ? Donc c'est une rencontre, c'était le début d'informatisation, un peu au cabinet, et vous voyez qu'un patient et un médecin se rencontrent. Alors boum boum boum, allons-y, interrogatoire, antécédent malignant, attention chirurgicale, machin, etc. Antécédent, boum 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 boum, ma mère vous arrivez à lire ou pas ? Ma mère a bien eu un zona après sa naissance, mais elle est allée à Lourdes. Depuis quand, comment déjà eu des traitements allergies ? Le Doliprane ne me fait rien, je voudrais des corticoïdes ou du laser. Déshabillez-vous, vous pouvez garder votre culotte. Là, aïe, rhabillez-vous. Page suivante, il y a page suivante, donc, voilà, il tape tout ça dans son ordinateur, et puis l'ordinateur, je mets un truc du genre, j'arrive pas à lire le fonctionnel ou machin, etc. Voilà, au revoir monsieur, tenez-moi au courant, c'est tout. On va passer aux suivantes, et là je voulais grossir, vous verrez mieux. Voilà monsieur, tenez-moi au courant, c'est tout ? Non. Prenez une date fourrée. Non merci, Prenez une date fourrée. Je vous le montre, non. Prenez une date fourrée, non merci, je ne... Prenez une date fourrée, vous dis-je, c'est l'élément humain. Voilà. Et cette page humoristique est tirée d'une BD qui s'appelle Docteur Bobologue. Et c'est peut-être cette BD qui a fait que je me suis intéressé à la relation. Parce que déjà à l'époque, on voit bien qu'il y avait un souci et qu'il fallait utiliser des outils communicationnels. Et là, vous voyez bien que c'est génial. C'est génial, l'outil communicationnel proposé comme ça. Donc, cet élément humoristique est juste là pour vous rappeler que les outils communicationnels, ils existent, ils sont puissants, ils sont forts. Ceux qui les maîtrisent les mieux, c'est l'industrie pharmaceutique, par exemple, l'industrie tout court. Et ils vont même vous proposer des formations à la communication. Sauf que là, on en arrive à une question éthique. Qu'est-ce que la communication ? Et est-ce que nous, on raisonne en termes de communication ou en termes de relation ? Je veux dire par là que vous allez voir un patient pour la première fois, vous ne savez pas ce qui va se passer. Ce patient, vous allez peut-être le suivre pendant 30 ans. Et vous allez connaître toute sa famille, vous allez connaître 4 générations, voire 5 générations. Et donc, vous pensez bien que là, les outils communicationnels, ils vont s'atténuer, ils vont prendre moins d'importance vis-à-vis de ce qui va se jouer dans le relationnel avec ce patient et l'histoire commune que vous allez construire ensemble pendant toute une vie professionnelle. N'attendez pas de moi que si je vais vous en mettre un quand même, un outil communicationnel. Je vais vous en mettre un. Mais globalement, j'ai envie de vous parler éthique, vraiment relationnel. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre métier ? C'est ça, c'est la vraie question, c'est ça. À l'heure où je n'ai pas assisté à la plénière ce matin, à l'heure où on va vous mettre des assistants médicaux, où vous allez travailler peut-être avec la télémédecine,
moi, je me dis, oula, est-ce que je leur parle de ça? Je vais faire le vieux con, l'homme du passé, etc. Mais quand même, je vais vous donner trois petits exemples qui viennent de m'arriver dans ce mois-ci, et qui signent en creux mon incompétence, peut-être, par rapport à ce qui se passe normalement. Je vous explique en 2 mots. J'ai vu une patiente qui venait pour un certificat médical pour du sport, et qui, pendant le moment que nous avons passé ensemble, m'a parlé des 10 ans d'abus sexuels qu'elle subit avec le mal de la famille d'accueil. Donc ça, par exemple, alors que le sujet était un certificat médical. Deuxième situation, c'est un enfant qui vient pour un Samukhaipal le matin, Samukhaipal avec son papa, et bon, ok, d'accord, et puis je sais pas, je trouve que c'est bizarre, un lundi matin, elle n'a pas trop de fièvre, etc. Je demande, comme elle a 13 ans, je demande au papa de sortir, je lui explique le colloque singulier qu'on peut avoir qu'un adolescent, et on peut tous dire, et rien ne se dit, etc. Et le papa rentre, et je lui explique les conditions de l'interview, je dis pourquoi j'avais fait ça, je lui explique. Et là, elle me dit, oui, mais docteur, on ne vous avait pas dit, mais on leur a annoncé vendredi qu'on se séparait avec sa mère. Donc voilà, donc pour vous dire qu'il se passe des choses importantes. Et la troisième, c'était quoi? Ah oui, c'est mon interne avait vu un de mes patients, on va l'appeler Joseph par exemple, qui est un garçon d'une quarantaine d'années, que j'ai connu petit, bien sûr, et qui est un boxeur, un grand sportif, et qui est venu la voir pour des cervicalgies, qu'il l'a vu à 2-3 reprises. Et puis elle me dit, donc elle lui fait un bilan radio, machin, puis il se trouve que c'est moi qui le revois, et je lui dis, mais dis donc Joseph, je trouve que tu es quand même vachement contracté. Et là, il me sort, il se met à pleurer, et il me dit, ouais, je n'arrête pas de penser à l'enfant qu'on a perdu il y a 20 ans. Voilà. C'est pour vous dire que, et c'est en ça que je vous dis que vous faites un métier, vous avez la chance, vous démarrez un métier extraordinaire, vous êtes les témoins d'histoire, vous allez recueillir des histoires, parce que vous allez mettre les patients en condition de parler. Et finalement, votre titre, parlez peu, mais c'est un peu ça aussi, c'est laisser la place à l'autre. La première habileté relationnelle, c'est laisser la place au discours. Ça, c'est la base de la base de la base. Et si vous ne faites pas ça, moi je pense que, vous voyez, par exemple, ces 3 petites histoires que je vous dis, elles me disent aussi que, probablement, si j'en ai récupéré 3 ce mois-ci, mais combien j'en ai loupé? Ouais, combien j'en ai loupé? À chaque fois, je me dis ça. On n'imagine pas. Et ça, j'en viens à ça. Il va falloir vous battre. Vous avez des syndicats, tout ce que vous voulez, mais là, je dévie un peu, mais ça fait rien. Mais je veux dire, c'est bien gentil, vous mettre des assistants, mais ces petites consultations banales qui peuvent venir, paraître banales, elles ne sont pas banales. Elles peuvent être des espaces de parole très très importants. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Et alors, j'ai quand même mis je vous ai mis là, parce que ça a été dessiné un peu tard, mon intervention, si je peux me permettre, mais bon. Donc je vous ai mis un petit outil relationnel. Je me suis dit, bon, moi les outils, j'aime pas, vous avez bien compris, que j'aimais pas. Votre boulot, c'est de vous former, c'est de lire de la socio, de vous intéresser à tout. Il faut être curieux. Voilà, franchement, il faut être curieux. Et quand même, il y a des outils qui sont assez intéressants. Celui-là, c'est l'approche SIM, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je le développe beaucoup avec mes internes et dans les travaux de thèse que je dirige, je travaille beaucoup sur la relation. Par exemple, là, on vient de faire un thèse un article qui est bien lu d'ailleurs dans Médecine, qui est sur qu'est-ce qui est en jeu par exemple, un conflit entre un médecin et un patient sur le refus de prendre un traitement hypocholestérolémien. C'est qu'est-ce que ça met en jeu en termes relationnels avec le médecin. Et dans cet article, on parle de cette approche-ci notamment un petit peu. C'est les Canadiens, les Canadiens, ça vous le savez, ils sont très très forts en communication, en santé. Et ils ont commis un bouquin qui s'appelle La communication professionnelle en santé. C'est Claude Richard, Marie-Thérèse Lucier. Alors tous ceux qui font des espaces, si vous avez un cadeau à vous faire par vos maîtres de stage, demandez-leur ce bouquin-là. Je pense que c'est vraiment un truc à vous faire offrir. Et ce bouquin, il parle de l'approche de SIM. SIM, ça veut dire convaincre, implanter, maintenir. Alors convaincre, cette approche elle m'a réconcilié avec le mot convaincre. Parce que le mot convaincre, il faut quelque part s'en méfier un peu. On peut se dire convaincre, est-ce que c'est pas manipuler? Et j'entends par là, ça il faut que je le dise aussi, pourquoi pour moi parler de la relation c'est important?
Parce que j'ai entendu, pas si longtemps, 2 fois, dans un autre département de médecine générale de France, que je ne citerai pas, qui disait que relation, communication, manipulation, c'est la même chose. Et même, j'ai entendu, pour vous dire, il y a 15 jours, quand je disais ça à un prof qui fait de la com dans cette fac, je lui dis, alors que je dénonçais cette affaire-là de manipulation, il me disait, mais non, moi je ne suis pas d'accord parce que je trouve normal qu'on utilise les moyens qu'utilise l'industrie. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas pareil. Et moi, je suis très très inquiet de me dire que dans d'autres départements, on puisse développer des idées pareilles, quoi. Pour manipulation, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, authenticité, humilité, tout ce que vous voulez, mais manipulation, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour convaincre, on n'est pas là pour convaincre en manipulant. Convaincre, c'est autre chose. Convaincre, c'est d'abord, ça renvoie à l'assertivité. En ce moment, c'est un mot qui est très, très à la mode. L'assertivité, effectivement, elle va être plus ou moins forte en fonction de la problématique qui est devant vous. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est en menace d'infarctus, il est bien évident que votre assertivité va être forte et vous allez être très, très directif et vous allez dire c'est comme ça, il s'amuse, machin, etc. Vous ne laissez pas de choix. Mais après, sur les problématiques plus désuètes, on va dire par exemple le traitement de l'ostéoporose au hasard, et ben effectivement, si le patient n'a pas franchement envie de prendre le traitement, qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est pas grave. Notre assertivité va être moins forte, notre esprit de conviction va être moins fort. Mais pourquoi? Parce qu'il va être adapté d'abord aux connaissances, et puis il va être adapté à la situation. Alors, approche SIM, on y revient. P2 plus T2 multiplié par 2. Il y a longtemps que vous n'avez pas fait de maths, ça vous fait du bien un peu. P2. P, c'est conviction, c'est est-ce que le patient a un problème? Est-il convaincu qu'il a un problème? P. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, je ne vous ai pas précisé effectivement. Il faut que vous abordiez sur une situation difficile, sur un traitement pour le diabète, par exemple, qui n'a pas envie d'être pris, ou une décision difficile à prendre, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et si vous abordez le patient avec cette formule-là, en vous posant ces questions-là, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Donc, allons-y, je recommence. P1, est-ce que le patient est convaincu qu'il a un problème? Est-ce qu'il est convaincu qu'il a un problème? Je me pose cette question. Donc, il va falloir que je lui demande. Est-ce qu'il voit un problème là où il n'y en a pas? Est-ce que dans le diabète, il voit un problème ou pas? Deuxième question, c'est est-ce qu'il est convaincu de la gravité du problème ou pas? Est-ce qu'il comprend que c'est grave? Le T, c'est pareil, pour le traitement. Est-ce que le patient pense qu'il y a un traitement pour ce qui lui arrive? Est-ce qu'il sait qu'il y a un traitement? Est-ce qu'il pense qu'il y a un traitement qui peut faire quelque chose? Et puis, deuxièmement, c'est est-ce qu'il peut prendre ce traitement? Est-ce qu'il est capable de prendre ce traitement? Ça peut aller de la couleur de la gélule ou au refus de l'injectable. Et ça, vous voyez que c'est multiplié par 2. Multiplié par 2 parce qu'il y a un côté cognitif et un côté affectif. C'est-à-dire, le cognitif, c'est qu'est-ce qu'il connaît de sa maladie, notamment par exemple le diabète, qu'est-ce qu'il sait du diabète et des complications possibles du diabète. Et le côté affectif, c'est qu'est-ce que lui renvoie le diabète. Le diabète, c'est dégueulasse, je me rappelle mon père, il prenait des seringues, des machins, il y en a de partout, il y en a plein de maisons, moi je veux pas de ça. Et puis d'abord, il est mort 2 ans après. Donc moi, ça veut dire que pour moi, si vous me passez à l'insuline, docteur, c'est que je vais mourir. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc si vous abordez un patient avec ces problématiques-là, eh ben, vous allez voir que vous allez probablement bien progresser en termes relationnels. Voilà, ça c'était le truc, l'habileté communicationnelle du jour. Alors, j'ai mis quand même 2-3 petites choses, parce qu'il y a des choses qui reviennent beaucoup, par exemple, je voulais vous mettre ça en termes de communication sur l'empathie, parce que moi j'en ai ras-le-bol de voir la manière dont on parle de l'empathie. L'empathie, c'est quelque chose qui est difficile, c'est pas quelque chose de simple. Vous savez, c'est un mot qui a remplacé le mot sympathie actuellement. Il n'est pas rare dans les interviews d'entendre parler de stars qui devant des publics qui ont dit « Ah, c'est vraiment, lui, il est super empathique avec son public. » Ah, d'accord. Okay. Donc le mot, franchement, il a tout perdu. Il a perdu complètement son sens. L'empathie, c'est compliqué. Moi, j'aime bien dire à mes étudiants en GEP, là, je leur demande, il y en a combien qui ont travaillé en usine? Et bien, si je fais le cas, là, tiens, il y en a combien qui ont travaillé en usine? Voilà. Et bien, ceux qui ont travaillé en usine, ils ont pris de l'avance sur les autres. Parce qu'ils savent ce que c'est que de bosser en usine. Ils savent le merdier que c'est de transporter des caisses, ou de faire ça toute la journée pendant 8 heures par jour. Et bon, peut-être qu'ils vont plus comprendre le monde de ce patient-là. Donc ça veut dire qu'il faut s'intéresser aux autres. Faut y aller, quoi. Il faut vraiment connaître ce monde. Et c'est pas simple.
Et ça veut dire qu'il faut lire, faut lire La France périphérique, j'en sais rien, il faut lire, il faut vous intéresser à la précarité, il faut s'intéresser à ça. Et l'empathie, ça veut dire que, vous voyez, c'est marqué compréhension du point de vue de l'autre, croyance en l'autre, c'est-à-dire croyance en l'autre, c'est éviter le jugement, hein, bien sûr, et c'est pas si simple que ça. Intérêt et respect sans réserve, c'est très compliqué. Acceptation de l'autre, c'est pas toujours ça. Disponibilité, authenticité. Voilà, l'empathie, c'est à ce prix-là, bien sûr, toujours avec l'idée quand même que, si vous ne voulez pas arrêter au bout de 6 mois d'exercice de médecine générale, d'avoir ce recul en se disant que, ok, je suis empathique, mais ce monde n'est pas le mien, donc ça va me permettre de me sauver et de ne pas rentrer dans la douleur avec le patient qui est en face de moi et de ne pas y laisser des plumes et me trouver en surcharge affective. J'ai combien de temps encore ? Ah ouais, c'est sympa, super. Alors, moi, mon but, c'est aussi quand même de repositionner sur ce que vous voulez faire en termes relationnels. Et ce schéma, je trouve qu'il n'est pas inintéressant parce qu'il montre les postures qui vont correspondre entre un patient et un médecin à une bonne rencontre, on va dire. Qu'est-ce qui va faire qu'avec un patient et un médecin, ça va bien se passer ? Je vous explique ça. C'est-à-dire que si un patient passif, c'est-à-dire un patient qui exprime rien, qui s'en fout, pas qui s'en fout, mais disons qui n'a pas d'avis, il vient vous voir, il est en toute confiance avec vous, et que vous êtes un médecin directif, vous voyez la petite croix, là ça va faire impeccable. Il a besoin d'un médecin comme ça. Lui, il veut un médecin comme ça, qui s'occupe de sa vie. Le patient, dépendance, expertise. Le patient, le médecin arrive en expert et le patient a besoin de cette expertise-là et devient dépendant. Il se confie quand même totalement, encore une fois, au médecin et devient dépendant du médecin. La troisième, au-dessus, coopération, partenariat. Coopération, partenariat, ça veut dire que on discute quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les enjeux ? Éventuellement, vous savez qu'il y a un Mayo Score. On va prendre le Mayo Score pour votre cholestérol et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on gagne. Tiens, votre risque cardiovasculaire à 10 ans, si vous prenez une statine à petite dose, il passe de 3 accidents vasculaires à 10 ans à 2 accidents vasculaires. Et là, encore, rien que sur une chose comme ça, la manière de la présenter, vous pouvez manipuler les gens très très vite. Si moi je dis, votre risque il passe de 3 à 2 en 10 ans, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites, qu'est-ce que je vais m'emmerder à prendre des pilules pendant 10 ans ? Si je vous dis que votre risque cardiovasculaire diminue de 50%, ça ne fait pas pareil déjà dans la tête des gens. Donc il faut se méfier un petit peu, il faut se méfier un petit peu de la manière dont on parle et de la manière dont on prononce les mots, qui n'est pas anodine, qui reflète en fait des convictions. Moi je dis jamais, j'en ai jamais en termes de pourcentage, je dis le risque absolu, et c'est peut-être une erreur, je n'ai pas raison, voilà, mais c'est juste ça. Peut-être que ça me renvoie à ma vie propre et que je n'aurai pas du tout envie de prendre un hypocholestérolémie pendant 10 ans. Mais il faut juste que je sois conscient de ça. Donc, alors, vous imaginez bien que le patient qui est passif, qui se retrouve avec un médecin facilitant, ça ne va pas le faire. Et lui, il veut un mec qui le dirige, quoi. Donc, oui, c'est pas si simple que ça. Alors, il va falloir peut-être aussi, de temps en temps, malheureusement, prendre des postures que vous n'aimez pas, parce que vous avez affaire à un patient qui n'est pas capable de prendre des décisions, et il va falloir malheureusement décider pour vous. Pour moi, le modèle idéal, il est forcément d'aller sur du partenariat et puis d'être facilitant à la discussion. C'est-à-dire que moi, éthiquement, mon but, c'est quand même de prôner l'autonomie du patient et de l'amener à choisir ce qui semble le plus intéressant pour lui. Mais voilà, c'est un point de vue. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas forcément la posture la plus souhaitée par les patients. J'ai envie de dire que les patients, souvent, ils aiment bien qu'on leur dise ce qu'il faut faire, quoi. Oui, c'est un peu comme si vous allez... quand vous partez en voyage, est-ce que vous partez avec une agence de voyage ou est-ce que vous partez sac à dos ? Je prends un peu cette métaphore, mais c'est un peu de ça, quoi. Partir avec son sac à dos comme ça, juste le billet, c'est moins confortable. Et c'est peut-être plus épanouissant que partir avec une agence de voyage. Voilà, c'est un peu ça, mais de temps en temps, on a ce côté un peu agence de voyage.
Voilà ce que je voulais dire. Alors, effectivement, j'ai mis ça parce que ça c'est important. Il va falloir que vous teniez compte de tout ça, hein. C'est-à-dire que le savoir maintenant, il est partagé, la connaissance médicale, elle est vraiment partagée, les gens vont voir ailleurs. C'est-à-dire que par exemple, là aussi, vous êtes forcément, si vous voulez être en relation, un outil relationnel, puis si on parle d'outils, c'est de former à ce que savent les patients. Ça veut dire que, par exemple, quand vous abordez la résistance vaccinaire, si vous ne savez pas ce qui se dit sur l'aluminium, sur l'autisme, etc., vous ne pourrez pas vous battre contre. Donc vous avez votre boulot, vous êtes malheureusement obligé de connaître un petit peu tout ce qui arrive pour avoir les outils derrière et démonter un petit peu les systèmes que vous présentent vos patients qui ne sont pas forcément adaptés à la situation. Donc ça devient complexe et que c'est vrai qu'en plus, il va falloir partager ses connaissances. Donc, je pense que vous avez dû en parler en plénière ce matin. Il y a l'irruption de plein d'intervenants en santé qui interviennent. Maintenant, vous allez le médecin à la place du médecin généraliste. Je sais pas, j'ai appris encore ce matin que les kinés avaient presque des INS. Je sais pas quoi. Ok, très bien, allons-y. Mais c'est vrai qu'apparemment, de toute façon, ça va partager de plus en plus et il va falloir vous intéresser vraiment à ça. La relation médecin-patient. Voilà, on revient là-dessus, autonomie et vulnérabilité, le choix ou non-choix, les modèles de relation, ça reprend un petit peu le schéma que vous avez vu tout à l'heure, dirigisme de l'expertise médicale, paternalisme, maternalisme. Il faut vraiment, si vous voulez un cabinet plein, franchement, la question ne se pose pas pour vous. Je veux dire, vous avez du boulot. Moi, à l'époque, il n'y avait pas de boulot, on rachetait nos patientèles. C'est ce qui explique qu'il y a des médecins qui sont lancés dans les arrêts de travail autour de bras parce qu'il fallait avoir du monde et ils se sont fait des clientèles comme ça. On a vécu un enfer. Hein. Au départ, autrefois, vous, c'est pas pareil. Vous arrivez, vous avez du boulot comme vous voulez. Donc. Mais si vous aviez besoin de boulot, vous êtes dans un coin, il n'y a pas de travail, si vous adoptez une attitude, j'ai envie de dire quelque part paternaliste, mine de rien, les gens sont assez demandeurs. Et docteur, vous feriez quoi, vous? Ça, c'est souvent qu'ils vous le disent. Le maillot score, vous allez voir, hein, ils vont vous le dire. Ils vont vous dire, mais docteur, vous feriez quoi? Ça, vous allez vous le prendre dans les dents, hein, souvent. Voilà, donc il faut être conscient de ça. Et donc, vous avez vu, selon le sociologue, dirigisme de l'expertise médicale, libéralisme, donc, ok, donc, paternalisme et information, et proximité empathique, maternalisme, capacitation, empowerment. Je ne sais pas si j'ai mis d'autres choses, non, voilà. Est-ce que vous avez une ou deux petites questions ou pas sur des choses que je n'ai pas précisées, comme ça, parce que j'ai fait court, là. Dis-moi. Oui. Juste pour vous dire, il faudra qu'on fasse quand même vite pour les questions, parce que là, avec le ministre, on doit terminer à 12h15. Donc, il y a avec les ateliers. Vraiment juste une ou deux, quoi. Non. Moi j'ai juste une petite question par rapport à cette histoire d'empathie et de juste distance. J'ai l'impression qu'on nous demande de comprendre les émotions de nos patients sans qu'on ait le droit d'en être traversé ou de pouvoir justement avoir de la sympathie ou de la tristesse. C'est une question qui quand même pose question. C'est très excellent. Excellente question. Alors on est complètement d'accord qu'un médecin d'abord n'a pas à être sympathique. Moi, le cardiologue qui est super sympa, il n'est pas comme moi parce que vous m'avez dit qu'il fallait que j'arrête de fumer. Ouais, mais le cardio, là, c'est un cardio en l'occurrence qui est pour certains. Il m'a dit mais vous avez toujours fumé, qu'est-ce que vous voulez? Ah, mais lui, au moins, il est gentil. Il est sympathique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, en psychiatrie, j'ai la dent dure pour certains psychiatres libéraux qui chronicisent des gens avec des traitements, qui ne font pas bouger les lignes. Je ne peux plus supporter ça. Et ils sont sympathiques. Voilà, c'est dit, mais je pense que les psychiatres hospitaliers sont bien contents de ça, ils le savent, mais je veux dire, voilà, on n'est pas là pour être sympathique. Alors après, par contre, ce que tu as dit, c'est hyper important. Vous allez suivre des gens pendant 20-30 ans. Vous allez suivre leur bonheur, leur malheur. Et il y a la sympathie qui va arriver, c'est obligé, on n'est pas des machines. L'intelligence, là, vous allez bénéficier ou subir, je ne sais pas, l'intelligence artificielle. Entre parenthèses, il y a un super reportage sur Arte sur l'intelligence artificielle que je vous recommande, franchement, même en termes de relations, ce qui se passe, l'avenir de l'intelligence artificielle, c'est un truc de fou, quoi. Bon, bref, la sympathie, c'est vraiment un truc qui, bien sûr, et tu as le droit de pleurer avec un patient, c'est évident, tu vois. Tu soignes un gamin qui va mourir d'un cancer, mais
tu fais partie de la famille, t'es avec, t'es complètement envahi d'émotions, c'est obligé. Mais disons qu'il faut... tu sais, c'est toujours pareil, c'est en termes relationnels, normalement il y a des lignes jaunes, on pourrait dire, mais tu les traverses aisément, mais tu sais quand tu le fais. Il faut être juste conscient de ça. Il faut se dire que... Et la froideur professionnelle, ça, il faut s'en méfier. Au nom de l'empathie, machin, non, je ne dois pas d'affect, machin. Non, tu as le droit de t'asseoir avec ton patient, de lui prendre la main, tu as le droit de pleurer avec lui, tu as le droit d'aller aux enterrements, tu as le droit de tout faire. Mais tout ça, ça se passe dans l'authenticité, dans l'humilité, et la sincérité. C'est que ça, la base. Pour moi, c'est la base de tout. Voilà. Mais bien sûr que la sympathie, c'est important. Mais ça ne doit pas être un moyen pour travailler au départ. Elle va arriver, cette sympathie, mais ce n'est pas un but au départ. Mais heureusement qu'elle est là, j'ai envie de dire. D'accord? Est-ce que je réponds à ta question? Ok. Un peu stressé. Donc juste pour vous dire, donc malheureusement avec le manque de temps, on pourra pas. On avait prévu de tourner les 2 ateliers. On ne pourra pas tourner les 2 ateliers, donc ça sera une demi-heure chaque atelier. Celui-ci portera sur la gestion d'un patient agressif et celui-ci, ça sera plus sur l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Les 2 sont autant intéressants. Et puis après, vous pourrez vous raconter vos expériences. Qu'est-ce que je peux faire pour chez Carmital, s'il vous plaît? J'ai mal au ventre. Ouais, depuis quand? Ce matin, en pleine nuit, là, ça a commencé. Je me sens un peu tendu, c'est ce qui se passe. Oh, mais j'ai mal au ventre. Je me soulage. J'ai besoin de médicaments, j'ai besoin de Subutex. D'accord, Subutex. Pourquoi ça fait sous traitement? Ça fait des années déjà, là. Là, j'ai besoin de me soulager, là. J'en peux plus. Hier, j'étais en soirée, ça s'est bien passé. Je suis rentré la nuit, et en fait, je suis réveillé, j'avais la gerbe, j'avais mal au ventre. Donc, vous verrez une Subutex maintenant. Oui, après, moi, j'en ai pas tout de suite sous la main, mais... Vous me le prescrivez, vous êtes là pour ça. Oui, après, on va faire le point, déjà... Déjà, est-ce que vous avez pris votre dose dernièrement? J'avais demandé à mon médecin qui me prescrive, il l'a fait. Je l'ai appris depuis longtemps. D'accord. Donc ça fait déjà plus longtemps. C'est loin de Semaine. Oui, c'est une semaine. D'accord. Et pourquoi vous êtes parti dans la pizza? Parce qu'il est en vacances et que j'avais d'autres choses à faire. Vous avez des questions? Alors, je ne suis pas là pour me faire agresser, monsieur. J'ai mal, je viens avoir une prescription et vous me laissez tranquille. Je veux retourner chez moi, j'ai mal au ventre, j'en peux plus. J'attends depuis tout à l'heure, vous êtes en retard depuis au moins 1 heure. Pourquoi on va là? Il y a des patients qui nécessitent plus de soins que vous. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà, est-ce que vous avez d'autres symptômes? Est-ce que vous avez envie de vomir? J'ai la gerbe. Ouais, d'accord. Je suis nerveux. Ok. On va bien vous examiner, savoir si elle est sous. Je ne suis pas prestataire de médicaments. Prestataire. Je n'ai pas à votre disposition sur ça. C'est marqué la liste, vous avez besoin de médicaments. Est-ce que vous allez pouvoir prescrire? Je ne vous connais pas. Déjà, vous avez montré l'ordonnance en enseignant de transport. Je ne les ai pas. Moi, je ne prescris pas sur les sans ordonnance. C'est le genre. Donc en fait, ça sert à rien que j'attende ici, là, vous n'avez rien donné. Mais ça se trouve, c'est pas forcément en lien avec votre Subutex. Ah, je l'ai pas fait une semaine, ça m'est déjà arrivé, je peux montrer. Subutex, c'est maintenant. Je crois que c'est là. Déjà, vous avez rien. Déjà, vous allez vous asseoir, on va se calmer. J'ai pas envie. J'ai pas de temps à perdre. Je vais pas vite le Subutex, c'est ça? Je fais quoi? Je fais crever. Vous oubliez votre carte vitale. Oui, il en avait pas.
Bravo, parce que c'est pas un exercice facile. Alors, au niveau du ressenti, il faut vraiment des brefs. J'étais un petit peu perdu parce que visiblement le patient il a été trop, il a été trop centré sur son subutex alors que ça se trouve il aurait pu avoir des douleurs pour plein d'autres choses. Donc j'ai pas réussi à amener déjà l'interrogatoire. Bon, puis la situation a fait que je n'ai pas pu amener à poser d'autres raisons. Déjà, il n'a pas voulu que je l'examine. Je pense qu'il est suivi en psychiatrie en parallèle de son subutex. Voilà, il doit avoir d'autres petits problèmes. Ah, ça se voit, mais du coup, ouais, c'était assez compliqué. Enfin, c'est compliqué de demander à des patients qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas leur médecin généraliste, de ce subtexte comme ça, c'est quand même assez conséquent. Enfin, c'est une conséquence, quoi. Donc, je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Difficile. Ouais. Le mec qui a mal au ventre au départ, puis finalement c'est pour du subutex, on se dit en salle d'attente, il est comme ça, est-ce qu'on met l'avenir Il a pris une en soirée hier, il aurait très bien pu faire une pancréatite ou je sais pas quoi. Il aurait pu faire des conneries, prendre des produits ou quoi que ce soit. Là c'est le subutex qui est là, il insiste, puis au bout d'un moment il se lève. Déjà il y a un rapport. Quelque chose il y a un rapport non verbal qui se prévoit parce que lui il est en hauteur par rapport à moi donc tu as fait quelque chose d'intéressant à ce moment-là, c'est très important du coup, c'est que du coup tu as fait ça. Non, parce que là justement non mais ça c'est le truc à pas faire justement. Voilà. C'est le truc à pas faire. La première chose qu'il faut retenir dans la première chose, le côté asymétrique, surtout le principal piège de ce genre de situation, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est-à-dire quelqu'un est agressif, on devient agressif en face. Voilà. C'est la première. Et on le voit, ça on peut le voir en psychiatrie, on le voit au quotidien. C'est la première chose à faire, c'est éviter de réagir en effet miroir. Le deuxième danger, c'est de ne pas réagir du tout, d'être un peu sidéré et finalement de se laisser complètement déborder par la personne qu'on a en face de soi. Voilà. Ce qui peut être totalement normal, hein, puisque dis-moi un petit peu qu'est-ce que toi t'as ressenti juste au niveau de tes émotions. De l'agression et limite un peu petite douleur thoracique de stress qui a commencé à venir. Est-ce que je vais me prendre un point dans la tronche ou pas? Mais ça c'est hyper important, c'est que les patients parfois peuvent nous renvoyer des émotions. Donc tout à l'heure, le docteur vous a dit ça peut envoyer de la tristesse, etc. Mais ils peuvent aussi nous envoyer des choses comme de la peur ou de la colère. Il ne faut pas l'oublier ça. Et la peur, je peux vous dire que moi en psychiatrie, je l'ai pris en pleine gueule dès le premier jour. Quand on a l'impression de bouffer délirante aiguë, on est là, on se sent comme on a qu'une envie, c'est de disparaître. Et donc il faut être conscient qu'à des moments, des patients vous font peur. Et ça peut vous casser complètement et vous déstabiliser pendant votre entretien. Alors, soyez préparés, quand vous voyez un patient avec un petit peu d'agressivité comme ça, vous dire là lui il va me mettre en difficulté, mais c'est pas grave, je vais garder mon calme. Alors, on a remarqué. Voilà. On parle des émotions, c'est important. Petite question, effectivement, je peux te dire que la consultation fait un peu peur, ce patient fait un peu peur. Est-ce qu'il y aura un risque à expliquer aux patients ce qu'on peut ressentir à ce moment-là? En fait, il s'en fout, je pense. On voit quelqu'un qui déboule, voilà, qui clairement est agressif, effectivement, peut y avoir de la peur derrière. Est-ce qu'il y a un risque à pouvoir lui expliquer ce qu'on est en train de ressentir? Je pense que de 1, il s'en fout, et de 2, ça peut nous mettre encore plus en difficulté. Parce que justement, il va profiter de cette faiblesse pour obtenir ce qu'il veut. D'accord. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Non, est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec lui déjà? Alors, pour ceux qui sont... Vas-y. Si on montre que la posture me fait peur, peut-être en profiter. Alors ça nécessite d'avoir des petites notions de psy. Pour les patients qui sont un peu psychopathiques, donc c'est-à-dire qui prennent presque du plaisir à prendre l'ascendant, effectivement, renvoyer qu'on a peur ou qu'on est stressé ou qu'on a des émotions comme ça, c'est des choses qu'ils apprécient et ils en profitent pour nous écraser encore plus. Mais la plupart des patients normaux, notamment quelqu'un qui est en souffrance, en manque comme ça, il va à un moment se raviser un petit peu sur ce qu'il peut renvoyer à l'autre. Et pour ça, il faut lui renvoyer qu'il fait peur,
on a cette attitude-là. Ouais. Dans le tact. Enfin, je pense, hein. C'est ça. On tente un peu tout. Bah, c'est un peu ce que tu as fait. Hein. Au début, tu as tenté le rasseyez-vous s'il vous plaît. Je suis dans une posture de réassurance, j'essaie de désescalade, de poser un peu les choses. Et à un moment, je t'ai un petit peu agacé. Tu as dit je ne suis pas un prescripteur sur patch, puisque tu m'as dit. Je suis pas un prestataire de médecin. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Par rapport à ça, dire, comme il a fait, je vous trouve agressif, je sais plus ce que tu as dit. Je me sens tendu. Ah oui, C'est mon petit cours de passage, le stéthoscope psychique. C'est ça qui me reste. exactement. Mais c'était une très bonne façon de faire. C'était une très bonne façon de faire et j'ai eu quelle réaction par rapport à ça quand il a dit je suis tendu? Bah, il a bugué déjà 2 secondes et après. Ouais. Donc déjà là, tu as pu voir qu'il y avait une petite réceptivité quand même. Il y a une subtilité qui est très importante, c'est que tu as dit je vous trouve agressif. Ce qui fait très bonne chose. Je vous trouve tendu, je vous trouve agressif. Là, vous êtes. Il y a une grosse différence avec vous êtes tendu et vous êtes agressif. Parce que là, du coup, je vous trouve, moi, de mon point de vue extérieur, ma perception, c'est que vous êtes tendu. Je trouve que vous êtes tendu. Vous êtes tendu, le mec qui va se lever va faire ah bon parce que vous êtes dans ma tête. Vous savez ce que je ressens? Et là, voilà. Là, voilà. Donc c'est intéressant de dire, moi, à travers ce que je vois, ce que je constate, je vous trouve tendu. Mais ne pas présager de l'état de tension du patient. Évidemment qu'il est tendu. Je vais rebondir sur ce que tu dis. De toute manière, il ne faut jamais reprocher quelque chose à l'individu, mais plutôt à des comportements qu'il peut avoir vis-à-vis de vous. Parce qu'au moins, on ne réduit pas les choses à la personne. Souvent, on dit, quand on a une reproche à faire à quelqu'un, on ne dit pas tu es comme ci, tu es comme ça. On dit je trouve que ton comportement est comme ça. Votre attitude n'est pas correcte. Et vous voyez, souvent, c'est des choses, nous, en psychiatrie, on essaye le plus possible de ne jamais interpeller la personne comme ça, comme tu vas faire. C'est d'autres choses. Alors, qu'est-ce que vous auriez tenté de faire? Parce qu'il était dans une impasse à la fin. Est-ce qu'il a bien fait de me laisser partir comme ça? C'est protégé aussi un peu. Ouais, complètement. Il s'est protégé. Et je pense qu'il ne faut pas oublier les choses. Être aux urgences avec potentiellement tout le pays qui est à côté, c'est pas pareil que se retrouver tout seul avec son médecin. Un patient, même s'il est dans une vous fait des gardes aiguës, que vous sentez qu'il faut hospitaliser, etc., vous n'amusez pas à le garder avec vous. Je ne parle pas d'effets divers, là récemment, il y a des patients qui peuvent être très dangereux. Donc s'il veut partir, vous le laissez partir, mais derrière, vous faites les choses qu'il faut. Vous prévenez vos amis, vous prévenez la police, voilà, il y a un patient qui vient de partir. Mais ne vous exposez pas. Quand un patient il est délirant, quand un patient il est énervé comme ça, c'est pas grave. Vous décentrez un petit peu les choses. Mais là, il n'était pas vraiment délirant. Alors non, là, il n'était pas délirant. Donc, on peut pas vraiment. Enfin, s'il décide de s'en aller, on peut le faire. Pour le coup, Après, c'est vrai qu'il n'est pas délirant, mais après, il est dans un contexte de manque. Le contexte de manque fait que voilà, il peut faire un peu n'importe quoi. Est-ce que ça nécessite d'appeler SAMU par exemple? il est en danger. Là, il est dans un syndrome de sevrage aux opiacés. Clairement, il peut se passer des choses très graves. Donc, à ce moment-là, il aurait fallu l'orienter vers les urgences. Et de dire, en fait, surtout décentrer. C'est pas lui le problème, c'est pas lui, c'est pas toi qui ne veux pas lui faire la prescription. C'est je ne peux pas vous faire la prescription. Le système fait que toujours décentrer, ne jamais s'exposer aux patients énervés. Il ne faut pas que vous deveniez un mauvais objet. Ah mais oui, mais je suis désolé, je ne peux pas faire comme ça, le pharmacien ne voudra jamais vous donner la prescription. Je ne sais même pas quelle est votre dose. Je ne peux pas vous faire ça. Par contre, vous pouvez aller aux urgences. Aux urgences, à ce moment-là, au moins tu es sûr qu'il va être examiné ce que tu n'as pas réussi à faire, qu'il y aura potentiellement du renfort et les psychiatres qui sont là au cas où ça ne se passe pas bien. Mais au moins, tu passes le relais et tu fais une porte de sortie. Pas juste, non, je ne vous donnerai pas cette prescription. Parce que de toute façon, les patients tout le temps, ils auront des revendications, vous ne serez pas d'accord, un arrêt de travail, enfin des choses comme ça. Ça peut monter. Et des fois, ça peut monter jusqu'à ce qu'ils s'en prennent à vous, parce que c'est vous qui faites obstacle à ce que lui veut. À un moment, sachez un petit peu détourner les choses. Là, en ce moment, il y a le non substituable. Qui est passé, ben moi clairement je vais plus en frontal en disant c'est comme ça, de toute façon moi je veux pas mettre non substituable, je dis c'est la même chose. Non, je dis de toute façon j'ai plus le droit de le faire. Donc
Voilà, se s'expose. Il y a quelque chose aussi qui est toujours resté dans le décentrage, quelque chose qui est important aussi, qui paraît un peu bateau mais qui est important, c'est que c'est quand il vient là avec cette demande, c'est pas toi personnellement qui ce que tu représentes, c'est à la blouse blanche, au médecin, voilà, c'est pas forcément à toi. Et ça permet de se décentrer, de se dire que c'est pas une attaque directement sur moi, c'est sur ce que je représente. Après, quand on est en situation, ça peut pas tout changer, mais ça peut permettre de se décentrer encore un petit peu. Beaucoup de décentrer aussi. Voilà, avoir une réflexion aussi, mais après, voilà, il y a certains types de patients, tous les types de patients ne vont pas inviter les mêmes personnes. Si on est souvent confronté à ce type de patients, au cabinet, il y a très souvent des gens comme ça qui viennent au bout d'un moment. On sait comment on peut réagir, on prend une certaine forme d'assurance. Après, si c'est un cabinet où tu exerces depuis plusieurs années, que c'est la première fois que tu vois un type comme ça qui arrive, ça peut, voilà, il faut une certaine forme d'habitude. Nous, aux urgences, on est habitué à peu près à tout ce qui peut, aux urgences en psychiatrie, on est habitué à peu près à tout ce qui peut survenir. Dans un cabinet de médecine générale, avoir un type qui arrive pour du Subutex, ça arrive pas tous les 4 matins, donc il faut aussi avoir une certaine expérience de ça. Et ça peut aider d'essayer de se décentrer un peu, de se dire il veut son Subutex, c'est pas moi qui l'en empêche, c'est le fait que moi, le médecin, légalement, je ne peux pas faire cette prescription. Bien le rappeler, toujours le faire. Alors, médicalement, appréhender un patient agressif ou agité, ça s'évalue cliniquement. On insiste dessus beaucoup en psychiatrie, mais par exemple, dans son analyse ou dans les signes cliniques que vous pouvez observer, qu'est-ce qui vous dit que ce patient est un risque potentiel de passage à l'acte hétéro-agressif? D'abord dans l'analyse, qu'est-ce qui va vous mettre la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui vous fera dire celui-là, il faut que je me méfie un peu? On a une situation qui bouge beaucoup. Alors ça c'est clinique, mais juste l'anamnèse d'abord, puis la clinique après. Donc les antécédents de quoi? S'il a déjà eu des actes impulsifs. Ouais, donc on va savoir dans ses antécédents s'il n'y a pas eu des gestes impulsifs, des problèmes avec la justice, des conduites de délinquance, etc. qui nous orienteraient plutôt vers une personnalité psychopathique. Ça se fait vraiment de demander les antécédents judiciaires à un patient. Bien sûr, il n'y a absolument aucun tabou à le faire. Après, ça devrait se faire avec tout patient où vous sentez, vous voyez qu'il y a un petit truc psy derrière. Évaluer le potentiel hétéro-agressif. Tout le temps. Nous, aux urgences, on le fait à chaque fois. Tout patient, même le patient qui vient pour une dépression, on essaie de voir un petit peu derrière comment il peut vriller. En fait. Même un état limite, un borderline, il peut très rapidement venir sous un versant dépressif et puis la seconde d'après péter un câble et puis castagner une infirmière. Donc c'est toujours important de le rechercher dans l'analyse. Donc il y a les antécédents, il y a les problèmes avec la justice, il y a d'autres choses qui peuvent éventuellement. Comment S'il verbalise. S'il verbalise. C'est dans ça, un peu comme les études psychiatres, s'il verbalise, il y a déjà un scénario, s'il a quelque chose sur lui. C'est ça, oui, très bien. Donc déjà verbalise, en fait, je pense à la conscience du trouble. Donc effectivement, le fait qu'il ait conscience de son trouble, ça peut nous aider. Un patient qui a un manque de Subutex, oui, là je suis c'est mon addiction qui fait que le patient schizophrène qui dit non mais là je sens que je suis en train de délirer, ça va pas du tout, là vous êtes un peu plus rassuré. Alors que si c'est quelqu'un qui est complètement dans son truc, pas du tout. Et puis tu me disais dans le fait de verbaliser, est-ce qu'il a déjà des scénarios? Est-ce qu'il a une arme sur lui ou à la maison? Ça c'est des choses qu'on évalue classiquement avec le suicide, que vous pouvez faire aussi quand il y a un patient qui est tendu comme ça. Est-ce qu'il a prévu de la figure à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il a été victime de violence? Parce qu'on le voit en tant qu'auteur potentiel. Mais c'est tout le temps à rechercher. D'ailleurs, dans les échelles d'évaluation standardisées, il y a la question est-ce qu'il a été victime de violence dans l'année qui est passée? S'il a été victime de violence, potentiellement, il va très rapidement devenir auteur. C'est classique. Bon, je crois qu'au niveau de l'ananas, c'est déjà pas mal si vous avez ces éléments-là. Au niveau de la clinique, un état d'agitation, donc vous l'avez vu dans les faits, vraiment c'est le moment où ils ont des gestes un peu nerveux, ils se frottent, ils bougent beaucoup les membres, ils tiennent pas en place. Bon, le visage, ça je décris pas.
Ouais, c'est ça. Donc là, il y avait un regard fuyant, mais des fois, ça peut être encore plus déstabilisant d'avoir un regard insistant et noir. Non, mais parce que des fois, quand on a un patient psychotique qui arrive et qui nous fixe comme ça, puis est-ce que vous avez d'autres signes qui peuvent vous alerter? Choses que vous allez rechercher, regarder. Pareil, savoir s'il a conscience de ce pour les hallucinations, s'il a l'impression qu'il a ailleurs. Voir s'il y a un insight ou pas, s'il est vraiment complètement envahi par ses symptômes, ou s'il y a toujours moyen d'avoir une accroche avec le soignant qui est en face de lui. Est-ce que tu vois quelque chose? Juste pour revenir un peu sur l'anamnèse, un peu les facteurs de risque, ici les de passage à l'acte agressif, il y a quelques signes qu'on rappelle souvent. Ici, il y en a plusieurs dans la situation. C'est-à-dire que c'est un homme. Il est sous subutex, donc ça veut dire qu'il y a eu des conduites délictives. Il est jeune. Donc déjà, on a trois signes qui font que le rythme de passage à l'acte reste quand même relativement élevé. Voilà. Il y en a d'autres, hein. On voit effectivement des conduites médico-judiciaires, s'il y a eu des antécédents d'hospitalisation, s'il y a eu des violences, voilà, mais ça, on ne peut pas le savoir. Maladie psychiatrique sous-jacente, sous pas de niveau socio-économique, déficit intellectuel, les gens un peu carencés. Quand on ne comprend pas, rapidement, on se persécute, c'est normal, il n'y a pas besoin d'avoir une maladie psychiatrique pour ça. Donc je suis désolé, mais les gens un peu teubés, c'est ceux qui vont s'énerver le plus facilement. Mais du coup, il faut l'anticiper. Il faut pas leur parler avec un langage soutenu en les prenant un peu de haut, parce que là, vous êtes sûr que ça va l'énerver. Et il y a un autre élément aussi qui est très important dans cette situation. Je vais vous remimer l'arrivée de David. David, dans sa latence, il est comme ça. Le mec, il est douloureux. Le fait d'être douloureux, en plus du reste, ça peut être un facteur de passage à l'acte qui est encore plus important. Donc là, il y avait quand même un risque de passage à l'acte qui était élevé dans cette situation. Donc ça, c'est signes cliniques. Si vous voulez les retrouver, vous pouvez regarder des échelles d'évaluation que vous pouvez noter, HCR20. Donc ça, c'est il y a des items sur historical, clinical, risk. Donc là, il y a 20 items qui vous permettent vraiment de rechercher le potentiel agressif des patients. Et BVC, c'est la deuxième échelle que vous pourriez utiliser. Alors maintenant, on va passer un petit temps pour parler des techniques qu'on aurait pu utiliser, que ce soit en termes de communication verbale ou non verbale, de positionnement global, pour essayer de désamorcer cette situation ou toute autre situation à retrouver. Qu'est-ce que vous seriez tenté de faire pour Dire qu'on comprend qu'il a le droit d'être en colère tout le temps. Très bien. Valider. La validation émotionnelle, ça marche tout le temps. Donc dire oui, je comprends que vous soyez énervé, je comprends que vous soyez en colère. À chaque fois, même pour n'importe quoi, je comprends que ça vous rende triste ce que je vous dis. À chaque fois, ça montre que vous l'avez compris. Ouais, parce que le fait de dire on va se calmer ou calmez-vous, ça parle d'une bonne volonté, mais ça l'effet tout inverse. Oui, non, mais ça va complètement faire flamber l'énervement. Le calmez-vous, ou ce qu'on va appeler une injonction, l'injonction, c'est vraiment si vous avez le mec qui est comme ça. Hop. Là, on va dire, monsieur, calmez-vous et posez cette chaise. C'est la seule chose au moment où on peut le faire, mais le calmez-vous, oulala. Alors, il y a eu le calmez-vous, et attention, c'est différent de. Alors, on va essayer de se poser un peu. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer? Le calmez-vous, le côté injonction, c'est sur quelqu'un qui est en train de monter, qui est en pleine montée. Là, voilà, c'est un coup d'accélérateur, et là, la chaise est de la boue. On est sûr que c'est un gros potentialisateur. Bon, on m'a fait signe qu'il fallait qu'on arrête l'atelier. Bon, en tout cas, si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, n'hésitez pas à me contacter. Je suis le président de la ZIPSI, donc cette asso, vous la retrouverez sur Internet. Donc il n'y a aucun problème si c'est des sujets qui vous intéressent, je peux vous envoyer de la doc, les présentations qu'on a l'habitude de faire aussi. Pour résumer par rapport au positionnement de quand on a un patient comme ça, déjà, soyez préparés. S'il y a des personnes autour, votre secrétaire, dites-lui, celui-là, je pense que ça ne va pas le faire. Ayez conscience que vous serez mis en difficulté et préparez-vous à ne pas être déstabilisé par la peur. Ça, nous, les psychiatres et les infirmiers en psychiatrie, on est habitués, ce qui fait que tout de suite, on n'est pas bouffé, même si des fois, ça peut nous arriver. Et enfin, vraiment, pas de position haute, pas de position basse. On reste vraiment
comme on était au début de la consultation, on est droit dans ses notes. Et puis on essaye d'avoir des codes linguistiques comme on les a dit. Et puis je vous en donnerai d'autres si vous êtes plus intéressés par la suite. Voilà, merci.